وإبراز أدوار البرلمان بطبيعة الحال التدبيرية في تحضير قانون المالية من خلال مقاربة معكوسة ما بين البرلمان والحكومة. أبرز كذلك تطور قانون المالية سواء من ناحية الشكلية أو الموضوعية، إلى جانب إبراز مجموعة من الوظائف كذلك التي يقوم بها قانون المالية. وحاول الأستاذ الجليل مناقشة خصائص القاعدة القانونية وخصائص قانون المالية، وإعطاء مجموعة من الأبعاد للقاعدة القانونية التدبيرية على وجه الخصوص. شكرا لكم جزيلا الأستاذ الجليل الأستاذ عبد الغني علامي. سننتقل مباشرة للأستاذة ربيعة أولهايد، وهي نائبة الكاتب العام لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمداخلة تحت عنوان السيادة المالية والاندماج الجهوي رافعة للتنمية المستدامة. فتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي بدءا أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس جامعة ابن طفيل، إلى السيد نائبه، إلى السيد العميد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، إلى السيد الخازن الجهوي لجهاز رباط صالة القنيطرة، إلى السادة ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الأساتذة الجامعيين الأفاضل، وإلى الحضور الكريم. مداخلتي ستكون باللغة الفرنسية. La souveraineté fiscale et l'intégration régionale, un levier de développement durable. Ça marche? Parmi les soucis contemporains, on trouve l'érosion progressive de la souveraineté fiscale, l'affaiblissement des prérogatives des États et des marges de manœuvre dont ils disposent pour exercer pleinement les missions dont ils sont investis, surtout dans cette conjoncture morose, instable et complexe. C'est pour cela que mon intervention va s'articuler autour de 3 axes. Le premier axe sera dédié à la présentation de la conjoncture fluctuante. Le deuxième axe sera dédié à la souveraineté fiscale et à l'intégration régionale état du lieu au niveau du Maroc. Et le dernier axe va présenter les points saillants d'une stratégie intégrée pour renforcer l'intégration régionale au Maroc. Permettez-moi d'entamer le premier axe qui est la conjoncture. La conjoncture internationale est marquée d'incertitudes persistantes, et ce à cause des crises planétaires successives, à cause du taux de croissance différencié et lent, du taux d'inflation trop élevé, du déficit budgétaire quasi structurel au niveau de plusieurs États, du ralentissement du commerce international. Aussi, la conjoncture nationale n'échappe pas de cette incertitude. Elle est multidimensionnelle et elle essaie d'être à l'épreuve des chocs, avec un taux de déficit budgétaire de 4%, avec un taux de chômage qui atteint les 13,7% selon le Haut Commissariat du Plan, avec un taux d'inflation estimé à 2,5% et un taux de croissance de 3,7%. Aussi, l'impact des crises au niveau international et les conflits nationaux au niveau des pays impactent l'économie nationale et le commerce national. L'étude de la répartition des recettes fiscales. Pardon, je croyais que les diapos ont été passés par le collègue. Alors, l'étude de la répartition des recettes fiscales laisse apparaître une partie minime de 5,53 aux droits de douane. Aussi, l'analyse de la répartition des échanges entre le Maroc et le reste du monde montre que l'Europe s'accapare de la part du lion et que l'Afrique n'a que... Je vois que ça n'avance pas au même rythme. Voilà, alors que les échanges avec l'Afrique s'accaparent de la part du lion et que l'Afrique il n'y a pas d'échange entre le Maroc et l'Afrique qui n'atteignent pas le niveau inspiré par le Maroc.
Le premier constat, une conjoncture morose qui nécessite la poursuite du processus ou des tentatives de redressement des finances publiques. S'il vous plaît, vous pouvez avancer. Est-ce que ça ne marche pas? Passons maintenant au deuxième axe qui est l'état des lieux de la souveraineté fiscale et l'intégration régionale au niveau marocain. Le Maroc se trouve au carrefour entre les États africains et le continent européen avec une projection au niveau du monde arabe. Le Maroc est un pays, on l'a remarqué pendant les 20 dernières années, est un pays ouvert vers l'Europe et spécialement actuellement vers l'Afrique. Il est marqué par plusieurs réformes au niveau national et surtout la réforme au niveau fiscal. On a remarqué la tenue des 3 assises fiscales et l'entrée en vigueur de la loi relative à la réforme du système fiscal en juillet 2021. Aussi, le Maroc considère que les conventions internationales ont la primauté au niveau national sur le droit interne. À chaque fois qu'une convention internationale est ratifiée, elle entraîne une harmonisation automatique au niveau du droit interne. Concernant les conventions fiscales internationales qui constituent l'ossature de l'intégration régionale, on remarque que l'Europe s'accapare de la part du lion et que l'Afrique ne bénéficie que 19,3%. C'est un potentiel à venir dans le renforcement des relations entre le Maroc et les pays africains. Aussi, au niveau des accords de libre-échange, le Maroc a signé plusieurs accords de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Turquie et avec 18 pays de la Ligue arabe, avec des avantages au niveau des échanges commerciaux économiques. Passons maintenant à la relation du Maroc avec les pays de proximité. En 1989, le Maroc, avec 4 autres pays, l'Algérie, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie, ont décidé de constituer une communauté économique régionale appelée l'UMA, mais c'est la plus petite communauté économique régionale au niveau de l'Afrique, la plus lente. Elle enregistre un score d'intégration régionale entre satisfaisant et modéré, mais elle n'a pas pu avancer. Depuis sa création, elle n'a tenu que 6 sommets et elle n'a conclu que 34 accords avec une convention fiscale internationale qui lutte contre la double imposition et qui apporte aux pays membres une assistance mutuelle au niveau de l'impôt sur les revenus. Concernant la relation du Maroc avec les pays africains, 53 pays africains dont le Maroc ont conclu de constituer une communauté commerciale, économique et régionale appelée la ZLECAf. Cette communauté l'accord de la communauté a été signé en 2017 et il est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Les pays adhérents à cette communauté ont volontairement accepté de renoncer à une partie de leur souveraineté fiscale au profit de la communauté. Le Maroc, à la recherche d'une insertion régionale au niveau de l'Afrique, a déposé en 2017 une demande d'adhésion à la CEDEAO. Cette communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est une communauté qui œuvre au niveau africain en priorité, le Maroc a tenu à rehausser ses liens avec cette communauté et il a déposé son adhésion, mais depuis 6 ans, il attend un accord. En cas d'acceptation de cette insertion au niveau de ces pays, le Maroc est appelé à renoncer à une part de sa souveraineté et la décision fiscale notamment sera prise au niveau de Abuja mais pas au niveau de Rabat. Alors le Maroc est appelé à effectuer une évaluation et une simulation à la perte qu'il va perdre en adhérant à la CEDEAO, mais aussi aux avantages multiples qu'inspire le Maroc à travers son insertion régionale.
Parmi les actions mises en œuvre par le Maroc afin de réussir son insertion régionale, que ce soit au niveau africain ou avec les pays de proximité au niveau du continent européen, les actions relatives au projet BEPS, dont les actions 13 et 6 et autres actions ayant trait à l'harmonisation de notre système fiscal par rapport aux standards internationaux, et on l'a remarqué à travers tout ce processus de réforme fiscale qu'on a soulevé au niveau de notre pays, avec la dématérialisation de la déclaration pays par pays, avec l'effort fourni au niveau de la lutte contre les conventions fiscales abusives, et finalement avec la production des statistiques relatives au mécanisme de règlement des conflits dans le cadre des procédures amiables suite à la conclusion d'une convention fiscale entre deux États. Le deuxième constat, aucun pays ne peut évoluer sans échanger, commercer, négocier. Donc le Maroc est appelé à se positionner au niveau de l'Afrique et à effectuer un ancrage de la valeur de l'insertion régionale. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de passer maintenant au dernier axe qui est les points saillants d'une stratégie intégrée au profit du renforcement de l'intégration régionale. Avant de citer les principales recommandations, permettez-moi de vous présenter quelques freins qui entrèvent l'aboutissement de ce processus d'intégration régionale. Le premier point, c'est le choix difficile entre la concurrence fiscale et la convergence fiscale. Moi, un État, est-ce que je vais choisir d'opter vers des dispositions fiscales qui me permettent d'attirer les investissements directs étrangers, de promouvoir la croissance de mon pays, ou je vais me soumettre à la fiscalité qui est imposée par la communauté économique régionale à laquelle je vais adhérer. Aussi, le problème des menaces, des guerres et des conflits. Moi, quand je décide d'intégrer une communauté économique régionale, est-ce que je suis prêt d'assumer cette instabilité au niveau de cette communauté quand je constate qu'il y a un pays à chaque fois, il y a des mouvements, il y a des guerres entre des pays. Ça constitue un frein au développement du processus de l'intégration régionale. Aussi, d'autres inconvénients, c'est l'hétérogénéité des régimes fiscaux. Un système fiscal au niveau du Maroc est différent avec le système fiscal au niveau de Togo ou au niveau de la Guinée ou au niveau du CEDEAO. Alors, dans le cadre des négociations, les agents de l'administration fiscale sont appelés à essayer, après la signature, bien sûr, d'une convention fiscale internationale, d'harmoniser cette hétérogénéité. Aussi, il y a un problème de l'assiette fiscale. Quand je parle d'insertion régionale et de renoncer à une partie de sa souveraineté fiscale, je parle de la réduction des droits de douane. Donc, réduction du droit de douane qui implique une réduction au niveau des recettes. Comment je peux compenser? Quand j'ai une assiette fiscale faible, je suis appelé à élargir l'assiette fiscale afin de compenser. Aussi, il y a une défaillance au niveau du cadre institutionnel et des instruments de régionalisation. Afin de remédier à cette problématique, le Maroc est appelé à se doter d'une stratégie intégrée pour renforcer son processus de régionalisation. Il est appelé à renforcer la résilience de son économie, à améliorer la gouvernance des conventions fiscales et aussi renforcer les capacités des agents qui participent à la négociation des conventions fiscales afin d'imposer la souveraineté fiscale du Maroc. Il ne faut pas renoncer à sa souveraineté juste pour bénéficier d'une insertion régionale au niveau d'une communauté économique. Il faut aussi respecter la souveraineté fiscale du pays. Aussi, parmi les recommandations, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Certes, il faut lutter contre la double imposition, mais aussi il faut repérer les cas de la double non-imposition.
parce qu'il y a des investisseurs, des résidents qui échappent à le paiement de l'impôt au niveau de leur pays d'origine et au niveau de leur pays de résidence. Dernier constat, le Maroc est appelé à profiter ou à tirer profit de cette nouvelle géopolitique mondiale afin de se positionner en tant qu'acteur principal de l'insertion régionale, surtout dans ce contexte marqué par la nécessité de rationaliser les communautés économiques régionales. En guise de conclusion, le Maroc n'a jamais cessé de montrer son engagement effectif, volontaire vers l'insertion régionale. Certes, c'est un défi majeur qui nécessite des compromis, des concessions, une harmonisation, surtout avec les inconvénients de l'insertion régionale, une pléthore d'inconvénients. Je cite notamment la réduction des droits de douane, les coûts indirects dus, par exemple, à la différence de l'état de développement de certains secteurs d'activité. Quand je dis libre circulation et tout ça, certains secteurs d'activité sont affectés parce qu'ils sont toujours faibles et dans un état embryonnaire. Aussi le problème des flux migratoires. Quand il y a à l'intérieur d'une communauté économique et commerciale, la libre circulation entre les personnes, c'est le pays le plus développé qui en souffre parce que c'est lui qui reçoit ces flux migratoires avec toutes les conséquences qui suivent. Mais l'insertion régionale reste bénéfique pour tous les partenaires pour réussir la croissance inclusive et le développement durable. Et je vous remercie pour ce vif moment d'échange. شكرا أستاذة الجليلة أستاذة ربيعة. شكرا أولا لاحترامها للتوقيت. الأستاذة الجليلة حاولت جاهدة إعطائنا السياقات الوطنية والدولية للمساهمة الضريبية على المستوى المغربي والإفريقي كذلك. الأستاذة حاولت أن تبين وتبرز بأن المغرب ظل دائما منفتحا على مجموعة من الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بالجانب الضريبي ومنذ سنة 2021 على وجه الخصوص، وذلك من خلال توقيعه على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بين المغرب ومجموعة من البلدان الإفريقية. أكدت على أهمية هذا الاندماج الاقتصادي الجهوي بطبيعة الحال واعتبار هذا الاندماج رافعة مستدامة للتنمية. شكرا جزيلا أستاذة كريمة.